TV Liberté, nous avons la joie et l'honneur de recevoir Andrei Makine de l'Académie française. Bonjour Andrei Makine. Bonjour. Pour un très très beau livre, L'ancien calendrier d'un amour, publié chez Grasset. Titre tout à fait étonnant. Et c'est votre façon d'être en dehors du temps, puisque en Russie, il y a 2 calendriers. Expliquez-nous cela, s'il vous plaît. L'explication est très simple, Anne. Il y avait dans la Russie impériale le calendrier qu'on appelait Julien, le calendrier Julien, oui. Et qui, en 1918, a été remplacé par le calendrier grégorien, le vôtre, oui. Parce que Lénine pensait que la Russie devait rejoindre le monde civilisé. Voilà. Plein d'humour. Oui, et donc il y a toujours eu ce hiatus, ce bref laps de temps entre les 2 calendriers, comme si le temps disparaissait, comme si tout à coup, vous voyez, le temps de notre conversation était extrait de la routine temporelle et on pouvait s'en aller sans que personne ne nous voie. Grosso modo, les Russes le vivent comme cela. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tous les pays, toutes les tyrannies veulent changer le calendrier. Les révolutionnaires ont fait la même chose. Mais oui, ils ont créé un calendrier. La révolution russe a été calquée sur la vôtre. Bien sûr. Nous aimons donner des leçons au monde, alors qu'on n'en a pas vraiment les capacités. Ce qui est très étonnant et très joli, c'est que vos personnages, le jeune homme et Taya, vont se retrouver dans cet interstice du temps, puisqu'ils vont vouloir retrouver cette maison en Crimée. Alors, vous êtes au cœur de notre actualité, puisque ce jeune homme qui appartient à une belle famille libérale, comme on dit, qui prône la révolution et qui veut dégager l'empereur, le tsar. Nous sommes en Crimée au début du siècle. Oui, donc, 1913, oui. Donc l'année d'après, c'est la Première Guerre mondiale, la Grande Guerre mondiale. Mais enfin, vous savez, ce qui finalement a fait le sens même de sa vie, c'est la recherche d'une existence qui ne soit pas semblable à ce qu'il vit déjà. Il vit quand même une comédie humaine, le théâtre, oui. Qui est d'ailleurs symbolisé par les petites piécettes de sa belle-mère. De sa belle-mère, oui. Sa marâtre, qui joue ces petites piécettes. Enfin, c'est une metteuse en scène, en quelque sorte, bénévole. Et il comprend que finalement, il n'y a pas de frontière entre la vie et le théâtre, il n'y a pas de frontière. Il y a les mêmes petits jeux adultérins dans la vie, mais on retrouve ça chez Tchekhov. Il y a les mêmes vanités, les mêmes jeux de vanité dans le théâtre, mais aussi dans la vie. Et même la profession de son père, l'avocat, donc c'est les effets de manche, c'est quelque chose de très théâtral. C'est aussi du théâtre. Mais ce qui est terrible, c'est que la Révolution, c'est aussi un théâtre, avec des harangues enflammées, avec des promesses du paradis sur terre, etc. Il comprend qu'il va être entraîné dans ce théâtre. Ce n'est pas un roman historique, voyez-vous. Et pourtant, c'est l'histoire de tout le XXe siècle vue à hauteur d'homme. Mais dans le roman historique, le personnage est entraîné dans l'histoire, c'est-à-dire il faut que le personnage rencontre, je ne sais pas, Churchill, Roosevelt, Staline, etc. Donc Valdas, il fuit l'histoire parce qu'il sait très bien que c'est parfaitement mensonger, que la vie qu'on lui propose, c'est une vie, c'est une existence fictionnelle. Et sa curiosité va le pousser à sortir de sa zone de confort, de sa vie de grand bourgeois, pour aller dans les bas-fonds. Les bas-fonds populaires, oui. C'est-à-dire de Yalta, parce qu'en fait, on est à Yalta. Yalta. Si vous voulez, il n'a pas connu la vie du peuple. Il a été toujours protégé dans cette petite bulle de privilégiés, il faut le dire. Son père est un privilégié. Et il veut découvrir comment le peuple vit. Il tombe donc sur cette équipe de contrebandiers, et la première rencontre, on ne va pas tout raconter, la rencontre avec une contrebandière qui va le marquer à vie, et qui va le sauver, qui va sauver sa vie. Oui.
Il va le sauver. Alors, c'est la très belle idée du livre, c'est que, qu'importe la durée, cet amour qui va durer si peu de temps, va le marquer à jamais, et le héros y pensera encore au dernier jour de sa vie. C'est-à-dire, vous voyez, on peut parler du roman historique, des genres, mais non, ce n'est pas vraiment un roman historique. Un roman de formation, Bildungsroman, comme disent les Allemands, Oui. mais c'est un apprentissage, c'est une formation à l'encontre de ce qu'on apprend, ce que d'habitude les adolescents apprennent. On pourrait parler du roman d'amour, mais c'est un roman sans ces simagrées sentimentales, sans cet exhibitionnisme névrotique qu'on trouve aujourd'hui dans l'autofiction à la française, n'est-ce pas? Il n'y a pas cet étalage nombriliste permanent. C'est un amour qui est vécu pratiquement sans parole. J'allais dire même, peut-être ça va vous choquer, sans sentiment. Oui, sans sentiment au sens, comment vous dire, les épanchements sentimentaux, etc. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas de bavardage. C'est pas gras. Il n'y a pas de bavardage. C'est pas verbeux. Mais elle achète une nappe pour que la table soit belle dans ce phare détruit où elle reçoit Baldas. Oui. Je risque d'être sexiste, mais je dirais que c'est une vision féminine que vous développez. Tant mieux. C'est une vision de lectrice. C'est vous qui l'avez écrit. Oui. Pas, moi, je l'ai vu seulement. Voilà, vous avez vu, mais tout le monde ne le verra pas de votre œil. Et tant mieux. C'est-à-dire, il y a quelques... C'est pour ça que je dis que le roman est presque muet. Il y a quelques détails. Oui. Et les vrais lecteurs, les vraies lectrices le remarqueront. Oui. La force, elle vit elle-même dans des conditions extrêmement rudimentaires. Elle est toute pauvre et elle est bien misérable, mais elle trouve instinctivement les gestes qui la rapprochent de ce jeune homme qui lui tombe du ciel. C'est une femme blessée par la vie, blessée par la cruauté humaine, par la société, et finalement c'est ça le paradoxe. Par la mère, mais puisque oui, son père et sa mère sont noyés. Oui, mais si vous voulez, c'est ça le paradoxe. C'est-à-dire, c'est cette femme-là, cet être complètement dépouillé, dénué, vous voyez, misérable, qui peut sauver Baldas. Elle le sauve d'ailleurs, elle sauve l'être qu'elle aime, d'abord physiquement, au sens propre, mais aussi spirituellement, parce qu'il lui montre la voie vers cette autre vie qu'il cherchait, cette vie au-delà de la comédie humaine, ou des comédies humaines. Exactement. Alors... la Crimée va être, comme toute cette partie-là du monde, va être envahie par la guerre, la révolution, et votre jeune héros va s'engager dans les cadets du tsar, et il va être acculé par les armées rouges, et là on assiste à la guerre dans toute son horreur, comme souvent dans vos livres, avec une cruauté et une vérité assez effrayante. Et là, il n'y a plus d'écrivain, j'ai l'impression, je voudrais dire, il y a un guerrier. On a l'impression que vous avez vécu ces scènes de guerre dans une autre vie. Oui, mais en même temps, il n'y a rien de belliciste. Voyez-vous, je n'admire pas la guerre. Je n'admire pas du tout la guerre. C'est toujours une horreur. Mais voyez-vous, dans ces conditions-là, tout se révèle. Les guerres, s'ils ont un avantage, mais enfin, même sûr, au 3e degré, je parle au 3e degré de ces avantages, c'est que l'homme se révèle. Il se retrouve tout à coup dépouillé de tous les masques, de tous les mensonges sociaux qui l'entourent. Il est là, ce morceau de chair périssable, et qui peut devenir presque divin s'il sauve son prochain. Vous voyez, il se retrouve face à Dieu à ce moment-là. La guerre, notre mère, dit Junger, je crois. Oui, je ne le formulerai pas comme ça, mais je dirais que c'est vraiment, il y a quelque chose d'apocalyptique au sens étymologique du terme, la révélation, quelque chose qui se C'est-à-dire qu'elle enfante un homme. Oui. C'est-à-dire, elle fait la sélection. Ouais. Ou bien on reste debout, ou bien on commence à ramper, et donc on n'est plus un être humain. Et ce qu'il y a d'étonnant, c'est cette présence du siècle, cette guerre, ce siècle, le 20e siècle, est entièrement sous la malédiction de la guerre. Ça continue au 21e. Le livre prend tout de même
une atrocité, enfin, ça devient prophétique. Est-ce que vous avez conscience de ça? Je n'ai pas eu conscience de ça pour une raison très simple. J'ai écrit ce livre bien avant la guerre en Ukraine. Oui. Mais voyez-vous, après le déclenchement de la guerre, j'ai été appelé par quelqu'un que j'ai connu en Angola, qui est un Congolais, qui m'appelle et qui me dit « Mais attendez, vous parlez de votre guerre à vous en Ukraine, mais qui parle de notre seconde guerre ?» Et seconde guerre, je sursaute, je dis « Mais seconde guerre mondiale ?» Il dit « Non, la seconde guerre du Congo. 5 millions de morts. Personne n'en parle. 5 millions de morts, des estropiés, des femmes violées, etc. Dès qu'on s'éloigne de l'Europe, tout devient acceptable. Vous souvenez sans doute Madeleine Albright, donc le ministre des Affaires étrangères, le secrétaire d'État ministre des Affaires étrangères américaine. C'est une journaliste américaine qui lui pose cette question. Mais madame, il y a eu quand même 500 000 enfants irakiens massacrés. Oui. Ça en valait la peine, répond-elle. Oui. Ça en valait la peine. Pourquoi ça en valait la peine? Parce que ce sont des Arabes, parce qu'ils sont louants, expliquez-nous. Et donc il y a ce double perspective qui est complètement mensongère. Oui, être dans un état hystérique aujourd'hui, mais ne rien faire ni pour les Afghans, ni pour les Irakiens, ni pour les Libyens. Ni pour les Arméniens, ni pour les Éthiopiens. Ni pour les Serbes. Ni pour les Palestiniens, qui sont butés tous les matins. Ni pour les Soudanais, oui. C'est-à-dire on est extrêmement sélectif dans notre appréciation. Ils sont, parce que c'est un certain nombre de journalistes qui se focalisent sur les sujets dont on doit parler ou pas. La vie est un beau vaudeville, la guerre vient tout interrompre, et à ce moment-là, notre personnage doit survivre, et il survit de façon très forte, il arrive à survivre, et vous nous présentez ces Russes qui sont exilés en France, et qui vont se retrouver beaucoup à Nice. J'ai pas l'impression qu'on ait eu conscience de ça beaucoup en France, de cet exil général. Oui, plus de 2 millions de Russes qui ont... 2 millions, c'est énorme. Donc 600 000 en France, mais il n'était pas seulement à Nice. Sur la Côte d'Azur, il y a eu quand même toute une communauté, mais à Paris aussi. À Paris, il commence à faire ce que beaucoup de Russes ont fait, c'est-à-dire il fait le taxi. Oui, et puis vélo taxi quand l'essence commence à manquer pendant l'occupation. Oui. Donc c'est un destin, comment vous dire, c'est un destin assez typique pour les Russes de sa génération, de sa situation économique ou sociale. Et en même temps, voyez-vous, c'est pour ça que je dis que c'est le XXe siècle revécu à hauteur d'homme. Quand il fait du vélo taxi, sous le siège, dans la remorque, sous le siège de son passager, il cache des documents transmis par les résistants français. Et une très belle histoire, bien sûr, d'aide à la résistance qui vient de ce personnage dont vous avez écrit la vie, qui est Jean-Louis Servan-Schreiber. Oui, qui était aussi un immigré, vous voyez. Oui. C'est un juif prussien, enfin, qui rien ne le disposait à devenir résistant et puis être tout à fait français, voyez-vous, et qui a pu défendre sa nouvelle patrie. Et comme disait sa grand-mère à ses enfants, la France est en guerre, la France est menacée, vous allez à la guerre, vous allez vous battre. Vous vous battez. Et si vous ne vous battez pas, ne revenez pas. Voyez-vous, c'était encore une éducation tout à fait différente. On pourrait dire aujourd'hui nationaliste, qu'est-ce que c'est que ce patriotisme claironné, mais c'est ces patriotes-là qui ont sauvé ce pays. Il ne faut jamais l'oublier. Bien sûr. Il y a dans une conversation, la conversation dans un cimetière, une phrase merveilleuse. Le vieil homme dit à un autre, ne dites jamais avec reproche, ce n'est plus, mais dites toujours avec gratitude, ce fut. Et en effet, au milieu de toutes ces horreurs, il surgit des moments, des instants de bonheur parfait. Ça, c'est un joli message. Oui, c'est un message d'éternité, finalement. Nous ne pouvons pas
à appréhender l'éternité. Nous sommes des êtres temporels, hélas, et vous le savez mieux que quiconque, n'est-ce pas, puisque vous êtes en contact direct avec un Dieu, si j'ai bien compris, et donc vous le savez très bien, que nous sommes des êtres périssables. Et comme disait Sénèque, qu'est-ce qui nous distingue de Dieu? Le temps. Tempora tantum ad eo differt, disait-il. La seule différence, c'est le temps, n'est-ce pas, qui nous entraîne vers la mort. Si on parvenait à arrêter, ne serait-ce qu'un instant, on est divin. Dans la perception de cet instant intense, bien sûr, éclairé par ce grand amour, un amour fugace, fugitif sans doute, ineffable et vertigineux, c'est la perception de l'éternité. Dans ce moment-là, sur ce champ des derniers épis, là où il cherche quelques grains pour se faire du pain, il est éternel. Mais la mémoire vient à notre aide. Mais si vous gardez l'être que vous avez aimé dans votre mémoire, donc vous lui offrez cette éternité. Donc à ce moment-là, vous avez des prérogatives divines pendant un certain temps, bien sûr. Le nom des aimés morts demeure dans le cœur des vivants. C'est un vers de Victor Hugo. Ce que je trouve étonnant, alors votre personnage rejette un Dieu qui aurait permis tout ce mal, c'est d'accord, mais il reste, que faut-il faire? Et là, il y a cette réplique absolument merveilleuse, il reste à prier pour ceux pour lesquels on ne prie pas. Oui, quand vous dites rejeter Dieu, c'est comme si, c'est pour ça que je me suis permis ce petit ton badin en vous, c'est un vieux, en vous une disant, vieille conversation entre nous. En contact permanent avec Dieu, Dieu le Père. Non, ce qu'il rejette, c'est la vision humaine de Dieu. Oui. Oui. Nous affabulons ce Dieu plein de qualités, mais de qualités très humaines, hélas. Voyez-vous, il doit nous faire du bien, nous faire ceci et cela. Et Sénèque disait, mais attendez, il se demandait, mais pourquoi les hommes de bien souffrent tellement? Ils aimaient, non, et ils ne souffrent pas. Regardez, Dieu les libère de mauvaises pensées, de mauvais penchants, des vices, etc. Voudriez-vous que Dieu, en plus, garde vos bagages? Il y avait cette galéjade très proche du ton de Sénèque. Vous voyez, est-ce qu'il faut encore que Dieu intervienne au moment de toutes nos petites bêtises, de toutes nos petites détresses, pour être tout le temps présent auprès de nous? Non. Il donne le ton général, et puis c'est à l'homme de se débrouiller. Et quand vous parlez de cette prière qui s'adresse à ceux pour qui personne ne prie, oui. Ben là, on est le disciple de Dieu, et on est le collaborateur de Dieu, puisque personne ne prie. Oui. Ben écoutez, pourquoi ne remplirais-je pas ce rôle? Mais c'est cette réflexion d'humanité extraordinaire, parce que elle n'est pas uniquement dans ce livre, elle est dans d'autres livres, je m'en suis rendu compte. Vous l'avez depuis toujours, vous l'avez appris d'une grand-mère, vous l'avez appris de cette attention à ceux qui sont au bord du chemin et qui sont tout seuls. Oui, mais Dostoïevski parlait de ces personnages. Les personnages que vous retrouvez dans ce livre, il les appelait les héros de la frontière ou les héros de la dernière limite. C'est là où le basculement se fait. Mais le basculement peut se faire vers le propre, vers la petitesse, vers la routine, vers le consentement des peureux, des craintifs, ce qu'on vit aujourd'hui, n'est-ce pas, dans ce pays et ailleurs, d'ailleurs en Europe, et vers quelque chose qui aille dans le sens de celui qui tombe. Oui, tendre la main à celui qui tombe. Je pense, vous avez cet article devant vous, cette interview que j'ai donnée au Figaro, et je pense beaucoup plus, à la limite, dans cet article, à mes amis ukrainiens, que je vois encore, dont j'entends la voix, et je me dis, c'est un peuple qui a été pris en otage d'une idéologie qui n'est pas du tout bénéfique pour lui. L'Ukraine, c'est un pays merveilleux qui aurait pu rester comme en 91, quand il a acquis son indépendance, un grand pays européen, neutre, amical avec tous ses voisins, un pays prospère, un pays qui n'aurait pas
a en lui cette haine qui l'anime aujourd'hui, hélas, et qui est bien sûr propagée par les dirigeants. Ce n'est pas le peuple en lui-même, mais le peuple en souffre. Bien sûr. Mais le mensonge est général. J'ai envie de dire que les peuples ont une mémoire d'éléphant et les politiques une cervelle d'oiseau. Oui. Parce qu'en fait, le peuple est complètement opprimé. Vous connaissez, cher Anne, la différence entre l'homme politique et le politicien. La différence est très simple. Le politicien pense à la prochaine élection. Oui. L'homme politique pense à la prochaine génération. Très joli. Et c'est très bien dit. C'est très bien. C'est un aphorisme qu'il faudrait peut-être écrire sur les frontons de la République. Vous voyez, pensez non pas à la prochaine élection, qu'on font tous les politiciens, mais en Allemagne, en Amérique, partout ailleurs. En Amérique, ça en devient ridicule même, enfin risible, cette course à l'échalote. Mais pensez à la prochaine génération, c'est-à-dire à la prochaine génération des Russes et des Ukrainiens. Comment vivront-ils ? Alors, pour rétablir la vérité, il y a beaucoup d'Ukrainiens qui prennent la nationalité russe en ce moment, parce qu'il n'y avait même pas de carte d'identité ukrainienne jusqu'à présent. Les deux nations sont très mélangées, les deux peuples sont très mélangés. Vous ne trouverez pas un seul Ukrainien qui n'aurait pas de racines ou quelques origines russes et vice-versa. Bien sûr. Oui. Vous dites vous-même que vous vivez ce conflit comme un déchirement insoutenable. Il est curieux, c'est en réalité une guerre civile, la pire de toutes, comme vous l'écrivez, et comme Monterland l'a écrit. Il a eu des propos, il a écrit un texte là, sur la guerre civile. Il est quand même très curieux de voir tant de moralisateurs et aucun moraliste. C'est assez hallucinant. Je pense que nous vivons vraiment les temps derniers. Oui, les temps derniers, je n'annonce pas la fin du monde pour demain, c'est pas du tout, je ne suis pas l'oiseau du malheur, mais c'est pas ça. Mais c'est-à-dire que toutes les limites de l'indécence, de l'obscénité politique, moralisatrice, comme vous dites, idéologique, sont dépassées. C'est-à-dire, on ne sait même plus où ça pourrait s'arrêter. Tout est clair, le roi est nu. Le roi est nu. L'Apocalypse, l'Apocalypse dans ce sens étymologique est là. Tout s'est révélé. Il n'y a plus rien à cacher. On sait très bien qui est derrière les leviers de cette opération, n'est-ce pas ? On sait très bien que le seul pays, pour l'instant, qui gagne, c'est les États-Unis. Ce sont les États-Unis. Que pour l'Europe, c'est un désastre. Pour la Russie, n'en parlons pas. Pour les Ukrainiens, c'est abominable ce qui se passe. Je suis tout à fait d'accord avec leur point de vue et leur souffrance. Mais ce qu'on oublie, c'est que cette nouvelle génération, nous pensons à la nouvelle génération qui va arriver sur les décombres de cette Europe, parce que l'Union européenne va éclater si ça continue comme ça. Et maintenant, elle s'est transformée en une espèce de monstre bureaucratique, vous voyez, impérialiste, etc. Pour la Russie s'enferme derrière le rideau de fer, ce n'est pas bon du tout. Pour l'Ukraine, n'en parlons pas. Et qui va être gagnant dans cette horrible guerre fratricide, même familiale, j'allais dire. Absolument. Mais la grande question, c'est quand les Européens vont-ils prendre conscience de la présence de, je crois, 900 bases militaires américaines sur le continent européen. Là, on est... Dans le monde. Il y a un peu moins en Europe, oui. Mais il y en a beaucoup, 150 en Allemagne. L'Allemagne reste occupée. Oui, mais vous savez, le problème, ce n'est même pas ça, ce n'est pas le nombre. Ce que l'Amérique doit payer par jour, juste pour sa dette, pour traiter sa dette, 1,5 milliard. Donc il faut que les Américains fassent, le gouvernement, un chèque de 1,5 milliard juste pour leur dette. Ils sont endettés jusqu'au cou. Et ils veulent cette guerre tout simplement pour pouvoir s'en sortir. On peut les comprendre quelque part, voyez-vous. Il faut faire marcher l'industrie militaire, le complexe militaire industriel, le Pentagone, payer les officiers, les officiers supérieurs, etc. C'est toute une machine. Vous savez, nous sommes très naïfs, nous pensons que ce sont deux pacifistes ou deux psy-bureaucrates qui règlent tout ça. Pas du tout. Pas du tout. Il y a une énorme machinerie guerrière qu'il faut nourrir. Un monstre. Oui, absolument. Cela dit, il reste derrière votre roman, l'ancien calendrier d'un amour, un parfum de poésie assez extraordinaire, une
un bonheur qui demeure au milieu des malheurs d'une vie. Je trouve qu'on vous retrouve encore plus dans ce dernier livre. Est-ce que je me trompe? Oui, je vous poserai la question, pourquoi ne pas vivre comme eux, ils vivent, Taya et Baldas? Qu'est-ce qui nous empêche? Qu'est-ce qui empêche les sociétés humaines d'aujourd'hui vivre dans cette simplicité très grande, dans cette compréhension magnifique, dans cet amour, sans aller même jusqu'à l'amour, tout simplement la compréhension. Rien ne nous empêche. Et vous allez me dire, oui, mais l'histoire doit continuer. Mais quelle histoire? Non. Quelle histoire, Anne? C'est-à-dire, c'est l'histoire des carnages. Vous avez parlé très bien du XXe siècle. Carnage, mais c'est l'histoire des carnages, oui. Carnage. Et le XXe siècle, on l'a entamé donc avec le fameux 11 septembre et tout ce qui a suivi. 20 ans de présence américaine en Afghanistan, la destruction complète de ce pays, puis la Libye, l'Irak, et j'en passe. Pour quel but? Pour quel but? Oui, envahir cette terre de cadavres, de monceaux de cadavres, avec aucune perspective. Alors, il y a quelque chose qui me frappe, c'est l'absence d'enfants. Parce qu'en réalité, si l'histoire doit continuer, c'est en effet, ce sont les enfants. Il y a rarement de... Parce que votre héros, Baldas, a déjà 17 ans, mais il n'y a pas d'enfant. Or, en fait, c'est l'enfant qui vous pousse à aller plus loin, qui vous pousse à espérer ou à ne pas désespérer. Oui, ou à devenir peut-être un peu agressif aussi, parce que mon petit enfant, il faudra que je m'occupe de lui, il faudra qu'il soit meilleur que les autres, qu'il repousse les autres. Il y a ce réflexe, hélas. Anne, il faut le reconnaître, on n'est pas dans le monde de bisounours. Voyez-vous, l'enfant, oui. Et puis, il faut travailler de plus en plus, c'est-à-dire il faut de temps en temps s'insérer dans les rouages de la société. Oui. Rentrer dans la course à l'argent. Oui. Non, mais là, on parle... Imaginons, par exemple, le même refuge en Crimée entre ces deux personnages et la guerre civile recule. C'est-à-dire l'histoire se calme. Ils auraient pu avoir un enfant. Et cet enfant vivrait dans la même simplicité, face à la mer, dans ce petit péninsule criméen. Ça aurait pu se faire, mais à condition qu'il n'y ait pas cette énorme présence historique, sociale, économique qui les écrase. Alors, il y a quelque chose qui m'a sidérée, c'est que vous faites parler les contrebandiers, et il y en a un qui dit elle doit pétuner, c'est-à-dire donc elle doit fumer les feuilles de tabac. Oui. Et là, je me suis dit, mais comment fait-il pour connaître l'argot des contrebandiers de tabac? Où est-ce que vous êtes allé? Non, mais c'est un mot très, très répandu dans la bonne littérature. Ah bon. Pétuner, je pense que chez Rostand. Chez Rostand, peut-être. Voilà, je voulais savoir où vous l'aviez savez, trouvé. je n'invente pas les mots, je suis contre les néologismes. Non, je sais bien que vous n'inventez pas, mais je suis quand même très admiratif que vous nous parliez avec cet argot étonnant. Et alors, vous dédiez le livre à René Déobaldia. René Déobaldia qui nous a quittés à l'âge de 104 ans. Oui. 104 ans. Et de temps en temps, on déjeunait dans une petite brasserie à côté de chez lui. Il me parlait de Jean Marais, de Michel Simon, comme si c'était ses copains. C'était très étonnant. Quand on a vécu 104 ans, qu'est-ce que vous voulez? Et on a parlé souvent de ce qui nous attend après la mort. Vous voyez, ça m'étonnait beaucoup chez Déobaldia parce que c'était un être très ironique, vous voyez, parfois même sarcastique, et qui paraissait complètement au-delà de ces graves interrogations eschatologiques. Oui, c'est un frère pour vous. Voilà. Et de temps en temps, il y avait dans ces questions, dans ces interrogations, une telle profondeur spirituelle, et je me disais finalement, c'est la preuve que tout le monde y pense. Tout le monde y pense, mais nous n'osons pas les formuler. Et ce livre ose poser ce genre de questions. Oui. Absolument, absolument. En tout cas, je ne peux qu'inviter mes téléspectateurs à lire cet ancien calendrier d'un amour chez Grasset, parce qu'on a l'impression que votre art s'épanouit et qu'il surnage une impression de bonheur, encore une fois, dans un temps qui est, somme toute, quand même assez désespéré. De quelque côté, quand on se tourne, on est tout de même assez angoissé. Avec une idée de répétition en plus effrayante, puisque
La guerre de 14 a été déclarée parce qu'il y a eu un pipeline entre Bagdad et Berlin. Ça ne plaisait pas déjà aux anglo-saxons. Le pipeline Nord Stream 1 et 2 sont explosés parce que ça ne... Vous oubliez le pipeline, enfin le gazoduc, en Syrie. En Syrie. La guerre en Syrie a commencé à cause de ça. Absolument. Oui. Quand vous avez Assad a refusé que le gazoduc passe par son territoire. Oui. Absolument. Donc on a une impression de répétition désespérante, enfin implacable. Oui. Mais ce sont les lois des rouages mécaniques qui échappent à l'homme. Oui. Voyez-vous, c'est pour ça que je ne suis pas du tout, comment vous dire, je ne suis pas enclin à indiquer cette personne-là est coupable. Non, jamais. Je pense qu'ils sont pris, comme les Américains aujourd'hui, les pauvres, il faut les plaindre. Ils sont pris dans ces engrenages qu'ils ont construits, un Moloch qui les entraîne et qui les digère, qui explique pourquoi, sous la présidence de notre cher Obama, on a lancé le plus de bombes dans l'univers. Vous voyez, il bombardait tout. Chaque mardi, il rassemblait donc son état-major. Il disait, écoutez, quelle cible on va bombarder? C'était pratiquement hebdomadaire. Et c'est Obama dans lequel on a fondé quand même quelques espoirs. L'Amérique est elle-même au bord de la guerre civile. On le voit tout le temps. Mais il faut exporter les guerres. Vous savez, c'est la seule façon de ne pas avoir une guerre civile chez soi. Il faut l'exporter. Ça a toujours été le cas, oui. Puis ça donne quand même un prestige au président. Tout à coup, ce pauvre vieillard que je plains, véritablement, ce pauvre Biden, tout à coup, c'est un chef de guerre. Oui. Comme d'autres en Europe. Il y en a deux autres qui se prennent pour des chefs de guerre et qui ne sont pas tout à fait au niveau. Les présidents, malheureusement, nos dirigeants aiment les guerres parce que tous les problèmes intérieurs sont soi-disant réglés, mais mis sous au second plan. Sous le tapis. Oui. Et puis le peuple peut tout accepter. Pendant la guerre, tout est acceptable, tout devient admissible. Merci beaucoup Andrei Makin d'être venu nous porter ce témoignage magnifique sur le siècle. L'ancien calendrier d'un amour chez Grasset. À très vite. Très bientôt. À très bientôt. Merci Andrei Makin. Merci à vous. Au revoir. À très vite, chers amis de TV Liberté.